Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous m'entendez correctement. Merci à tous pour votre présence ce soir. Donc, l'équipe de Green Tech ce soir, je vous remercie pour votre présence. Tout particulièrement, remercier Rémi, le Goalec, le Goac, j'espère que je prononce mal votre nom, désolé, qui a bien voulu partager ce soir. Désolé, qui a bien voulu partager ce soir son expérience. Donc, sans trop tarder, je vais présenter le conférencier de ce soir. Donc, Rémi est diplômé en management et en administration des entreprises à l'Université de Lyon 3. Donc, il a une dizaine d'années d'expérience au sein de groupes et de PME françaises, ainsi qu'en Afrique également, dans le domaine du recrutement, dans la mise en stratégie et de management commercial. Ce soir, il va nous donner une formation sur le thème du commerce au cœur de notre société. Donc, avant de laisser Rémi se présenter peut-être plus en profondeur pour cette conférence, je rappelle à l'auditoire déjà que si vous avez des questions à poser, vous pouvez juste lever la main à micro et vous donnez la parole, vous allez poser vos questions. Donc, vous pouvez la que Rémi de présenter et cette fois, je vous donne la parole pour poser votre question. Donc, Rémi, je te laisse ta passion puis donner la conférence. Donc, merci à tout le monde. Merci Rosine. Donc oui, comme tu l'as dit, j'ai une expérience purement commerciale. J'ai toujours fait, d'ailleurs j'ai fait que ça, comme salarié dans différents groupes en France, dans des secteurs d'activité complètement différents. Et puis, il y a quelques années, je suis retombé sur une de mes connaissances, qui est un investisseur qui est basé aujourd'hui à New York et qui recevait pas mal d'entreprises et notamment des startups sur des phases de levée de fonds et qui m'a dit, j'ai un souci, c'est que je rencontre beaucoup d'entreprises avec des idées qui sont plutôt très bonnes, des sujets très intéressants, sauf qu'il manque quelque chose à chaque fois qui me permette d'investir ou à d'autres investisseurs de passer le pas, c'est le côté opérationnel commercial. Donc, je suis parti de ce constat-là et je me suis rapproché d'une société de leveurs de fonds pour vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail. Et effectivement, je me suis rendu compte que beaucoup de startups, en fait, prévoyaient des objectifs très, très ambitieux, mais que quand on rentrait dans le détail en fait, de la réalisation de ces objectifs, eh bien là, ça devenait beaucoup plus compliqué de justifier comment on allait faire ces 100-200% de croissance sur les années à venir. L'idée de ce soir, c'est de vous présenter les grandes bases un genre de feuille de route sur le commerce. Vous allez voir, j'ai rien inventé, il y a beaucoup de bon sens, mais ce sont des éléments qui sont essentiels pour le lancement de votre entreprise. Voilà, un certain nombre de points à suivre. Ce que je vous propose, c'est de dérouler les slides. N'hésitez pas à poser un maximum de questions parce que je ne suis pas conférencier. L'idée de ce soir, c'est plutôt d'échanger, de répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, j'espère que vous en aurez. Et si on était pris par le temps et qu'on n'avait pas le temps d'y répondre ce soir, je ferai le nécessaire pour que vous puissiez avoir mes coordonnées et qu'on puisse continuer à échanger et que je puisse répondre à vos questions un peu plus spécifiquement. Vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Oui, Rémi, on t'entend correctement. Bon, ça va. Super. La première partie, ce que j'appelle le scale-up, c'est l'accompagnement de votre croissance. Là, j'ai représenté sur un schéma les différentes phases qu'on va voir ensemble ce soir. La première phase, c'est l'état des lieux commercial. Moi, je commence toujours par ça. Sur un point sur le marché, les clients, la concurrence et le business plan. Donc ça, c'est la première partie. C'est essentiel de pouvoir avoir ce chemin de fer, cette feuille de route sous les yeux tout le temps, de savoir exactement où on en est, si on a bien traité chacune de ces questions, chacune de ces thématiques. Ensuite vient l'offre, la proposition de valeur. Est-ce
est-ce que je réponds à un problème? Est-ce que mon offre répond à ce problème? Est-ce que je suis différenciant? Quels sont les concurrents qui sont sur le marché? Et qu'est-ce que je vais apporter en plus? Est-ce que cette valeur que j'apporte en plus, elle a un réel intérêt? Et est-ce que le prix le justifie? Ensuite, le PAC commercial, plan d'action commercial, avec, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. L'idée, c'est de passer de la réflexion à l'opérationnel et la mise en pratique. C'est-à-dire que tout ce que j'ai estimé, évalué, imaginé comme stratégie, là, je vais le dérouler sous la forme d'un plan d'action très concret qui va me permettre de vraiment définir tout ce que je vais faire et sur quel timing. L'intégration du processus commercial, alors ça, c'est une phase très importante sur la montée en puissance des entreprises et voilà, pas forcément que des startups, mais comment je recrute, comment j'intègre les collaborateurs, comment je m'occupe des collaborateurs pour éviter d'avoir des échecs et surtout un turnover important. Et ensuite, maîtriser la croissance, toujours avec un management d'objectifs et une capacité à déléguer. L'état des lieux commercial, donc c'est le premier point. On va voir tout ce qui concerne le marché, les clients, la concurrence, et ensuite le business plan. Je ne m'attarde pas là-dessus, c'est juste le plan. Le marché, les clients. Alors, je vous l'ai dit, c'est du bon sens. Quel est mon marché ? Et là, je dois impérativement déterminer à qui je vais m'adresser, c'est-à-dire le lieu. Est-ce que j'ai un marché purement local? Rémi, s'il te plaît, Oui. est-ce que tu peux agrandir le slide? Quelqu'un me fait savoir qu'elle ne le voit pas correctement. Alors, comme ça, c'est mieux? Non, sur le PC, moi. Effectivement, je ne vois pas les questions. Je peux essayer de C'est au niveau des l'agrandir. conversations. Des conversations. Sur le slide précédent, peut-être, non? Sur celui-là? Bon, là, bon, moi, ça va. Moi, je vois. Ça va, ça va. C'est bon pour moi. Si elle ne voit pas, elle va encore écrire dans les conversations. Si vous ne voyez pas, pour écrire au niveau des conversations. Sinon, moi, je vois correctement. OK. Je regarde si je peux. Non, je ne peux pas afficher les conversations, je ne peux pas afficher les questions pour réagir tout de suite. Donc, je te laisse me prévenir si jamais il y a un souci et je jouerai sur la taille des slides. D'accord, ça marche. Donc, je reprends. Quel est mon marché? Donc, est-ce que je suis sur un marché local, régional, national ou même international? Ça paraît une évidence, mais bien souvent, les entreprises ne le font pas, ou en tout cas, elles se disent, bah, je vais m'attaquer au marché local, et puis après, on verra. Il faut impérativement pouvoir avoir une vision à un peu plus long terme. C'est-à-dire que si on a une capacité projetée de s'attaquer à un marché international ou de s'attaquer à un marché national, alors qu'on commence sur du local ou du régional, il faut nécessairement l'identifier immédiatement et le préparer. C'est bien de le savoir dès le départ parce que c'est ce qui va permettre de construire sa stratégie pas seulement à très court terme ou à moyen terme, mais également sur le long terme et de pouvoir imaginer les moyens dont on va avoir besoin sur les mois et les années à venir. Et ça, ma stratégie, elle va devoir en tenir compte forcément. Un deuxième point, est-ce que je suis sur un marché qui est mature ou est-ce que j'ai une nouvelle offre? Là, c'est la même chose. C'est important d'en tenir compte tout de suite parce que ma stratégie de pénétration de ce marché, elle va être différente si c'est un produit ou un service que mes futurs clients ont l'habitude d'avoir ou si c'est un nouveau service qui n'existait pas jusqu'à présent. En volume, qu'est-ce que représente mon marché? Est-ce que je vise tout le monde? Est-ce que je vise qu'une catégorie sur ce marché-là? Avec toujours la même question, en fait, c'est de se dire, aujourd'hui, je peux commencer sur un volume plutôt faible, et puis, qu'est-ce que représentera mon marché d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans?
ça me permet de planifier ma stratégie en fait, sur plusieurs années, plutôt que d'avoir une vision très court terme et au bout d'un moment, se remettre en question et se dire bah, qu'est-ce que je fais et perdre du temps à appliquer une nouvelle stratégie de mise en place sur ces nouveaux volumes. La typologie de client, ben, c'est simple. Est-ce que je m'adresse au grand public, donc du B2C, ou est-ce que je m'adresse aux entreprises? Ou les deux. Il faut savoir qu'en fonction de la cible, la stratégie, les moyens mis en œuvre, si c'est du B2C ou du B2B, ce sera différent. Le pouvoir d'achat de mes clients, comparé à mon offre, si j'ai déjà une idée de prix, mais même si je ne l'ai pas, ça me permettra de savoir jusqu'à quel prix en fait, les clients seront capables d'acheter mon service. Quel est le problème sur ce marché? Ça, c'est primordial. Et malheureusement, souvent, je rencontre des startups qui veulent se lancer sur une offre et sans savoir à quel problème leur offre va pouvoir répondre. Ça, c'est essentiel de pouvoir vraiment se positionner sur un pain, sur une réponse à une problématique bien particulière. Comment je vais la valider? Alors, c'est un point qui est souvent un petit peu compliqué. Il n'y a qu'une chose qui fonctionne très bien, c'est le questionnaire. C'est d'interroger un maximum de personnes sur leurs besoins, sur leurs difficultés avec le service qu'elles utilisent, pour vraiment cerner ce problème et être sûr de pouvoir y répondre. Alors attention, quand je dis interroger, avec un maximum de questionnaires, ça ne veut pas dire interroger sa famille ou ses proches. Non pas que ce ne soit pas intéressant, mais bien souvent, le cercle proche sera plutôt complaisant dans les réponses. Ils connaissent vos projets et les réponses ne seront pas forcément toujours très justes. Et enfin, bah, bien sûr, on l'a déjà évoqué, est-ce que mon offre répond à ce problème? C'est une question évidente, mais souvent, on ne se la pose pas. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de sociétés qui lancent des offres qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce qu'elles ne répondent pas aux problèmes qui existent sur ce marché. Second point, j'ai mis donc concurrence et proposition de valeur. Vous allez voir pourquoi les deux sont regroupés. Les points forts de mes concurrents. Alors, s'il fallait les classer sur l'ensemble des points par importance, c'est celui que je mettrai en premier, parce que je dirais qu'à peu près 80% des startups, des entrepreneurs que je rencontre, que j'interroge, me parlent de leurs concurrents, alors pas forcément en les dénigrant, mais en considérant qu'ils n'ont que des points faibles. Ça vient d'une chose essentielle, c'est qu'ils ont leur vision, ils sont extrêmement motivés, et tant mieux par leur proposition de valeur, par le service qu'ils vont proposer. Ce sont les meilleurs. Et du coup, ils jugent leurs concurrents d'une mauvaise manière. C'est très, très important d'aller chercher les points forts de ces concurrents. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision vraiment, mais critique d'un point de vue positif. Si vos concurrents existent, s'ils sont sur le marché, s'ils font du chiffre, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui fonctionne bien. Donc, il faut aller chercher ces éléments-là et pas uniquement les éléments que je vais faire différemment, les solutions que je vais trouver pour être encore meilleur qu'eux, mais déjà trouver quels sont leurs points forts. Quels sont les arguments de vos concurrents? Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui leur permet de pénétrer le marché, c'est ce qui leur permet d'avoir des clients aujourd'hui, et c'est ce qui vous permettra également de trouver les objections que vous feront vos prospects en fonction des arguments de vos concurrents. Et enfin, est-ce que je suis différenciant? Une fois que j'ai fait le tour de l'ensemble de ces questions sur la concurrence,
Comment suis-je différenciant? Qu'est-ce que j'apporte en plus? Est-ce que ce plus mérite le prix que je veux appliquer? Et surtout, je peux apporter du plus, mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'un service que proposent mes concurrents. Je peux vous prendre un exemple tout simple. Je veux me lancer sur... je veux être concurrent d'Amazon. Je veux être concurrent d'Amazon. Je considère que Amazon est une très grosse société, trop grosse. Je veux une société plus locale, plus respectueuse des enjeux en termes de planète, plus respectueuse des sociétés qui sont sur mon territoire. Donc ça, c'est un vrai argument. C'est un vrai argument qui peut convaincre. Je me lance, mais j'oublie une chose, c'est que ce qui intéresse les clients d'Amazon, ce n'est pas uniquement le choix, le nombre de produits qui existent, mais ça peut être aussi d'autres éléments. Ça peut être la rapidité de livraison, ça peut être le service client, ça peut être... Enfin voilà, je ne suis pas là pour vendre à Amazon, mais l'idée, c'est de bien faire le tour de l'ensemble des points forts de ses concurrents pour être sûr de répondre à tous ces points et de ne pas sous-estimer un point qu'on ne considère pas forcément comme important, mais qu'il l'est pour les clients. Enfin, ma vision et les échéances, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, quand on crée son entreprise ou même quand elle est créée, c'est important d'avoir une vision très long terme. Aujourd'hui, je me lance avec un service, mais quel sera le service que je pourrais proposer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Aujourd'hui, je n'ai pas de moyens, ou moins de moyens. Je n'ai pas encore d'investisseurs ou des premiers investisseurs. Qu'est-ce que je ferai dans 1, 2 ou 3 ans? L'idée, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance sur l'amélioration de mon service, l'amélioration de mon produit, l'amélioration du service que je vais apporter à mes clients, sur ce que recherchent mes clients. Donc, c'est important pour ça, toutes les phases qu'on a vues sur les questionnaires, sur l'interrogation des clients, sur le suivi des clients. Et dès le démarrage, avec une offre, même si l'offre, elle est très intéressante pour vos clients, c'est important de voir comment potentiellement je peux la faire évoluer pour répondre à quelque chose qui n'est pas encore un besoin pour eux, mais qui me permettra de prendre une longueur d'avance sur mes concurrents. Je ne vais pas trop vite. Alors, le business plan. Alors aujourd'hui, on n'est pas. L'idée, c'est pas de vous dire voilà comment vous allez faire votre business plan. Malheureusement, peut-être que certains l'attendaient, mais c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. L'idée, c'est de vous donner déjà la vision et de savoir comment l'appréhender, comment l'approcher. La réalité de mes objectifs et de ma vision, en fait, c'est d'être capable une fois que vous avez suivi toutes les étapes précédentes et repris cette feuille de route, je connais mon marché, je connais ma cible, je connais les attentes de mes clients, je connais mes concurrents, je sais comment ils sont positionnés en termes de tarifs, etc. Et là, moi, je sais de quels moyens je dispose. Donc, je vais pouvoir, dès le départ, avec les moyens dont je dispose, me fixer des objectifs. Qu'est-ce que je suis capable, si je suis tout seul, si on est 2, si on est 10, si on est 100, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place, qu'est-ce qu'on est capable d'atteindre. Là, il ne s'agit pas d'être ni optimiste, ni vigilant, mais surtout d'être réaliste, d'être le plus réaliste possible. Vous allez vous fixer une ligne directrice avec ces objectifs, et quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous avez déterminé votre point d'arrivée, cet objectif, vous allez pouvoir travailler sur le plan d'action, les plans d'action qui vous permettront de réaliser cet objectif. Je ne délivre pas tout de suite, je ne délivre pas tout de suite. En revanche, voilà, j'ai des phases et qu'est-ce que je vais mettre en place
à 6 mois pour être à tel pourcentage de mon objectif. Si j'ai un objectif à 100 prévu pour la fin de l'année à 1 an d'échéance, eh bien, il est évident que je vais suivre au mois le mois l'évolution de mes réalisations pour être sûr de ne pas m'éloigner de cet objectif, de l'atteinte de cet objectif. Et si, au bout d'1 mois ou 2 mois, je vois que je ne suis pas dans les standards que je m'étais fixés, eh bien là, je vais pouvoir lever la tête et me dire, ben, voilà, je réfléchis, je travaille sur l'organisation de mon plan d'action, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les résultats en termes de prospection, en termes de commercialisation, de closing, etc. Voir vraiment le point de blocage et travailler spécifiquement sur ce point de blocage pour remonter et rattraper le retard qu'on a pu prendre sur les premiers mois. L'important dans cet objectif et dans son suivi, c'est vraiment d'être très rigoureux sur l'analyse des résultats quasiment au quotidien, alors peut-être pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire et mensuelle, pour que dès qu'un écart se ressent, être capable de mettre en place les bons correctifs pour réussir à atteindre cet objectif. Quel est mon plan B? Alors, ça, Rémi, oui. j'aurais une question. Vu qu'on s'adresse à des entrepreneurs de start-up, donc concernant la stratégie en elle-même, est-ce qu'elle est établie par le directeur ou par une personne qui est un esprit? Alors, ça dépend de la structure de l'entreprise. Si on est seul, et ben forcément, c'est le patron de l'entreprise qui va déterminer sa stratégie. L'idée est de souvent pouvoir se faire accompagner par GreenTech ou par d'autres entreprises pour pouvoir valider sa stratégie et avoir un regard critique sur ce que l'on souhaite, ce que l'on met en place. Mais à partir du moment où on a analysé les marchés, on s'est fixé des objectifs, eh bien, la stratégie, elle est simple. On sait où on veut aller. Eh bien, c'est de se poser les bonnes questions sur comment je vais faire pour y aller. Je reprends mon objectif à 100. Ça peut être 100 clients. Je dois avoir en 1 an signé 100 clients. Eh bien, c'est tout simple. Je pars du principe que je démarre, donc que le démarrage va être peut-être un petit peu plus lent, mais petit à petit, je vais avoir mon objectif qui se rapprochera. À 6 mois, il faudra bien évidemment être entre 50 et 60% de cet objectif à 100. C'est-à-dire entre 50 et 60 clients signés à 6 mois, si j'ai un objectif à 100 sur une année. Et ensuite, dans cette stratégie, vient le plan d'action, c'est-à-dire que ce que j'évoquais tout à l'heure, si dès le départ, je vois que j'ai des difficultés à avoir du rendez-vous, à closer, à signer les affaires, eh bien, c'est là qu'il faut que je mette en place des actions qui vont me permettre d'augmenter mon taux de signature. Alors, ça peut être par une méthode de closing un petit peu plus offensive, ça peut être par une offre un peu plus allégée qui me permet d'avoir une tarification plus intéressante peut-être par rapport aux concurrents, etc., etc. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas attendre la fin d'un objectif ou de se rapprocher de l'objectif pour se dire ben, on n'y arrivera pas. Plus vite on est réaliste sur les résultats que l'on a et on suit les résultats que l'on a, plus vite on est capable de mettre des actions en place pour les atteindre. C'est la même chose dans l'ensemble des entreprises. D'accord, donc en gros oui. Si je t'entends. Qui a décidé de se lancer ou qui est déjà lancé. Je t'entendais. Oui, allô, ça va? Oui, ça y est, je t'entends à nouveau. Ok, et là, ça va? Oui. Okay. Donc, je disais, déjà lancé ou qui a décidé de se lancer, il doit simplement prendre un cahier et ses objectifs et se appuyer par un professionnel pour valider. Eh bien, en fait, les objectifs, sa stratégie, en fait, pour la détermination des objectifs, parce que je n'ai pas très bien compris ta question, c'est assez simple. C'est qu'est-ce que je suis capable de faire? Alors, admettons, je lance mon entreprise, je travaille seul, je fais du conseil.
combien d'entreprises je suis capable d'accompagner, de conseiller tous les mois. Là, j'ai ma capacité de charge de travail à 100% au global. Et à partir du moment où je fais ça, je vais me dire, bah, ça ne suffit pas. Alors, il faut que je vois sur quel point je peux gagner du temps sur la méthode, sur les documents que je transmets à mes clients pour avoir une forme de documents qui me permettent de gagner en rapidité sur la mise en œuvre, sur la mise en place des éléments que je fournis à mes documents. Rémi, Oui. Rémi, on me fait savoir qu'on ne vous entend pas correctement. Moi, je vous entends. Je ne sais pas si c'est toute la salle qui n'entend pas correctement. Alors, Il y a quelqu'un qui ne vous entend pas correctement. est-ce que là, toi, tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien de le début. Bon. Alors, si toi, tu m'entends bien, comme je ne suis pas tout près de toi, c'est que ça doit fonctionner de mon côté. Ce que je propose, Oui, normalement. ce que je propose de toute Oui, façon. oui, les autres vous entendent aussi. Les autres vous entendent pas. Je pense que c'est la personne qui n'entend pas qu'elle a un peu de connexion. Il faut revoir la personne. On entend. D'accord. En tout cas, Oui, pour on vous entend. la personne qui m'entend pas ou même les autres, ce que je vous propose, si vous avez des questions bien précises ou s'il y a des éléments que vous avez mal entendus, en fait, c'est de vous rapprocher de Rosine qui vous donnera mes coordonnées WhatsApp et on pourra échanger sur WhatsApp et je répondrai à vos questions avec plaisir. Est-ce que j'ai répondu à ta question sur la mise en place de la stratégie, Rosine? Donc, l'idée, en résumé, en fait, c'est de se fixer un objectif en fonction de ses capacités de production, de ses capacités en termes de temps. Si je suis tout seul, si on est 2, si on est 10, ça va donner une production à 100, de voir comment on peut l'augmenter en gagnant en efficacité, voilà, en recentrant tout ce qui est administratif, etc. Et à partir de là, j'ai mon maximum possible, en tout cas aujourd'hui, et je peux me fixer un objectif. Et à partir du moment où j'ai cet objectif, et ben, derrière, voilà, c'est les solutions pour atteindre cet objectif en termes de prospection, de démarchage commercial et de closing sur lesquels il va falloir travailler. Un point D'accord, merci beaucoup. Un autre point que personne n'évoque quand on crée une société, quand on se lance, mais également les sociétés qui existent depuis longtemps, c'est quel est mon plan B? C'est-à-dire qu'on a souvent des entrepreneurs qui se présentent devant des investisseurs seuls ou à deux, un directeur qui est plutôt financier et puis un commercial. Qu'est-ce qui se passe? Je suis seul. Qu'est-ce qui se passe si je tombe malade? Je ne le souhaite à personne, mais en cette période, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut être capable de se poser toutes les questions, les pires questions, les questions les plus désagréables sur tout ce qui peut vous arriver et qu'est-ce qui se passe pour votre entreprise si ça vous arrive. Et d'être capable d'anticiper. C'est-à-dire que je suis malade, ça ne m'arrivera peut-être sûrement pas, je me casse la jambe ou quoi que ce soit, qui va pouvoir prendre le relais à ma place pour que mon entreprise ne soit pas en difficulté? J'ai un commercial qui tombe malade ou qui s'en va, j'ai jamais fait de commercial. Comment je fais? Ça, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ben, j'ai besoin de vendre, j'embauche un commercial. De toute façon, la vente, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est son métier et il va se débrouiller. Et le jour où le commercial, et ça arrive dans toutes les entreprises, malheureusement, la population commerciale est un profil sur lequel il y a du turnover parfois plus important. Le jour où mon commercial s'en va, qui va prendre le relais? Ça veut dire que si j'ai plus de commercial, le temps que j'embauche, que je forme, que je trouve quelqu'un, ben pendant que j'aurai personne, mon chiffre d'affaires va descendre. J'aurai plus de
j'aurai plus de prospection, j'aurai plus de résultats et j'avancerai plus. Donc, le fait de se poser ces questions-là, encore une fois, je sais que c'est compliqué, mais en même temps, ça vous permet de déjà anticiper et d'imaginer des solutions qui peuvent être mises en place. C'est la même chose. Quels sont les éléments qui peuvent mettre en péril ma structure, mes ambitions? C'est le même type de question. Un gros client que je signe qui ne me paye pas, comment je fais alors que j'ai voilà, j'ai des remboursements, j'ai des dettes, j'ai plein de choses. Qu'est-ce que je fais? J'ai un produit que j'ai lancé qui finalement ne fonctionne pas. Je vais devoir rembourser un certain nombre de mes clients. Quelque chose d'actualité, je suis confiné, donc je ne peux pas faire de business. Comment je me retourne? On a, entre guillemets, profitons de cette période un petit peu compliquée avec la Covid pour se dire, ben, voilà, si ça arrive demain, qu'est-ce qui peut arriver demain? J'ai mon informatique qui plante, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour anticiper et trouver des solutions qui vont me permettre de ne pas mettre ma société en péril. Je ne dis pas que vous aurez toujours la solution miracle, mais à partir du moment où vous vous serez posé un maximum de questions, vous aurez imaginé le pire, et bien du coup, vous serez beaucoup mieux préparé le jour où ça arrivera, et vous serez capable de mettre en place tout de suite des solutions qui vont vous permettre de faire face beaucoup plus rapidement. Le plan d'action commercial. Gros sujet. La première chose, les OKR. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les OKR. C'est pas grave si vous ne connaissez pas. Moi, j'en retiens qu'une seule. Je retiens qu'une seule idée. Un thème qui est intéressant des OKR, c'est le partage de la vision par les objectifs. Quels sont les objectifs de ma structure à court et moyen et long terme? Qui va participer à la réalisation de ces objectifs? Donc, quels sont mes objectifs? On en a parlé un petit peu avant. Qui va participer à la réalisation de ces objectifs? Dans une entreprise, vous avez 10 salariés, vous avez un patron, vous avez un comptable, une secrétaire, une femme de ménage, des commerciaux et un service après-vente. Qui va participer à la réalisation de ces objectifs? Alors, vous avez peut-être une petite idée. Et en fait, tout le monde va participer à la réalisation de ces objectifs. Ce ne sont pas uniquement les commerciaux, c'est pas uniquement le patron, ce ne sont pas les profils purement opérationnels qui vont participer à la réalisation de ces objectifs, mais vraiment toute l'entreprise. L'idée, c'est d'avoir une stratégie et des objectifs qui soient partagés avec l'ensemble de l'équipe. N'importe qui dans l'entreprise participe à l'évolution de l'entreprise. Une femme de ménage, sans être péjoratif, va participer à sa façon à la réalisation des objectifs. Des bureaux qui sont bien entretenus permettront à une équipe de travailler plus sereinement, permettront aux clients qui viendront dans les locaux de se sentir bien. Voilà. Donc, à son niveau, elle participe à la réalisation des objectifs. Une comptable va participer aussi à la réalisation des objectifs parce qu'elle va être capable d'alerter, de voir quand les chiffres sont là ou pas là, de pouvoir féliciter, d'échanger, de savoir ce qui se fait avec les commerciaux, etc. Donc, l'important à retenir, parce qu'on a souvent des entrepreneurs qui, il existe parfois pas souvent, je ne vais pas faire une généralité, des entrepreneurs le patron qui a la vision avec les objectifs et des petites cases, mais des petites cases qu'il distribue à chacun, mais qui ne communiquent pas entre elles. C'est important que tout le monde sache quels sont les objectifs des commerciaux, qu'est-ce qu'on attend d'eux, d'un point de vue quanti ou quali, et comment ils vont participer à l'évolution de l'entreprise. C'est important pour la communication en interne, c'est important pour la clarté de la stratégie, qu'elle soit bien partagée avec l'ensemble de l'équipe. Il y a un test qui est facile à faire. En fait, vous prenez un groupe, le patron d'un grand groupe, il devrait être capable d'aller sur le terrain, de rencontrer son N-5, 6, 7, 8, 10, je ne sais rien, et de lui demander
quelle est la stratégie de l'entreprise? Et c'est là qu'il doit avoir la réponse qui correspond exactement à ce que souhaite ce patron. Malheureusement, souvent, il y a un certain nombre de filtres qui font que, voilà, quand un patron d'un groupe décide d'une stratégie, elle n'est pas forcément très claire d'un point de vue opérationnel pour un collaborateur qui se trouve en bas de l'échelle. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qu'il faut essayer de faire, c'est de vraiment transmettre à tous les échelons de l'entreprise l'ensemble de la stratégie et la vision que vous avez en tant qu'entrepreneur. Les objectifs commerciaux, l'importance de la détermination des objectifs. Donc, on a parlé des objectifs globaux au niveau de l'entreprise et maintenant, les objectifs des commerciaux. Alors, moi, j'ai des clients qui me disent parfois, oui, mais ça m'embête, ils n'ont pas été habitués, ils n'ont pas d'objectif, ils sont contents comme ça se passe bien, etc. C'est compliqué de fixer des objectifs. On n'est pas dans un métier où on a l'habitude de le faire, etc. Et c'est là où je ne suis pas d'accord, en fait. C'est qu'un objectif, quand un patron a sa vision avec cet objectif, ça lui permet d'avoir une route qui est tracée. Il sait où il va. Eh bien, pour les commerciaux, pour l'ensemble des collaborateurs, c'est exactement la même chose. Le fait d'avoir des objectifs permet de savoir exactement où on va. Comment les construire? Eh bien, c'est tout simple. C'est la déclinaison des objectifs de l'entreprise que l'on va ramener en fonction des potentiels marchés de chaque collaborateur, de son secteur. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé une question. C'est assez long, je sais de lire. Il a dit bonjour. Ça va? J'entends très mal. Il a dit bonjour, Rémi. Bonjour. Très mal. Je change. Oui, il a dit bonjour, Rémi. Bonjour, Rémi. Merci pour l'exposé bien clair. Mon produit, c'est une solution de gestion d'énergie composée d'une application plus un petit équipement à installer sur le particulier. Vous entendez bien? J'entends un mot sur deux, ça saccade un petit peu. Je vais poser la question que je lui... La personne lever la main, je vais lui donner la parole. Je vois qui a levé la main. Allô? J'entends là. Bonjour. Oui. Allô, vous me recevez bien? Oui, ça y est, je vous entends bien. Ça va. Voilà, donc je disais, j'ai une question. Mon produit, c'est une solution de gestion d'énergie composée d'une application plus un petit équipement à installer chez le particulier ou l'entreprise. Donc, les cibles, c'est les particuliers et les entreprises. Voilà, les fonctionnalités sont entre autres allumer, éteigner vos appareils à distance, sur son budget d'électricité, être informé de l'utilisation de ces appareils en absence. Voilà, l'application permet aussi de générer des rapports hebdomadaires sur la consommation électrique. Voilà. C'est un nouveau produit lancé il y a 3 mois. Donc, j'ai besoin de le faire connaître et de faire des ventes. Voilà. Donc, ma question, elle est très simple, mais très compliquée en même temps. Quelles sont les étapes à suivre, c'est-à-dire le canevas, chronologiquement pour mettre en place ma stratégie commerciale? Alors, oui, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toute cette question tout de suite, en fait. Là, vous avez démarré ou pas encore? Vous avez le produit? Oui, effectivement. Bon, en fait, c'est-à-dire, oui, le produit est sur le marché, l'application est sur le marché. Ce sont des prises compteurs intelligentes. Oui, voilà, oui, je vois ce que voilà. c'est. Oui. C'est un peu ça. Il y a Wimo qui fait ça et quelques autres opérateurs en fait qui font ça. Effectivement, des prises qui sont connectées en Wi-Fi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok.
Alors, ce que je vous propose, alors c'est compliqué de répondre à votre question parce qu'il y a plusieurs sujets. Sur votre stratégie, en fait, vous avez un volume de produits disponibles. On a évoqué, alors on n'a pas encore évoqué les canaux de distribution, mais il va falloir, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, vous auriez, si vous vous adressez au marché des entreprises, par exemple, vous allez vous dire, qui va voir les entreprises? Est-ce que je dois embaucher des commerciaux pour aller visiter chaque entreprise? Ou alors, est-ce que je vais trouver un distributeur? Et là, on passe sur un système de vente indirecte avec un distributeur qui a l'habitude d'aller, ou qui a des commerciaux qui vont voir les entreprises et qui, en même temps qu'ils vendent une solution d'un opérateur d'énergie, vont pouvoir vous proposer votre solution. Ça veut dire qu'en passant par un réseau de vente indirecte, vous allez réduire votre marge, enfin, vous allez donner une partie de votre Voilà. commission. On préfère recruter et le recrutement est en cours. D'accord. Voilà, Alors, allez-y, allez-y. en vente directe, en fait, Oui, c'est ça. l'autre sujet, en vente directe, du coup, vous allez payer vos salaires. Alors, je ne sais pas comment vous allez les payer, s'ils sont uniquement à la commission, si c'est une partie fixe, une partie variable, des charges, Fixe etc. plus variable. Fixe plus Fixe plus variable. variable. Donc, ça veut dire que dans Oui. cette solution-là, quel que soit le niveau de vente, vous aurez toujours une partie fixe qui sera payée. Oui. À l'inverse du distributeur, où le distributeur, vous le payez au résultat. C'est-à-dire que tu me vends sans prise de gestion d'énergie, je te donne une prime de temps. Oui. Alors que le commercial en vente directe, vous allez devoir le payer tout de suite. Alors voilà, je ne veux pas remettre en question votre stratégie de vente directe, vente indirecte, mais l'intérêt de la vente directe, c'est que ça vous permet de tester votre marché, c'est-à-dire de mettre en place des objectifs de prospection sur les équipes que vous recrutez avec un maillage assez fin tout de suite au niveau local en fonction du nombre de personnes que vous allez recruter. L'avantage de la vente indirecte, c'est que vous n'avez pas de sortie de trésorerie, c'est-à-dire que vous pouvez payer uniquement sur le résultat des ventes. C'est-à-dire qu'une fois que les ventes sont faites, là, vous payez votre distributeur et dans vos distributeurs, ce que je trouve intéressant parfois, c'est que vous pouvez avoir un distributeur, mais qui aura déjà une équipe de 10 commerciaux. Et ça veut dire que vous multipliez le maillage commercial par 10. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Mais ce que je vous propose, c'est on pourra rediscuter en direct ensemble, si vous voulez, si je peux vous aider sur votre stratégie. Mais, moi, une de mes expériences a été d'une dizaine d'années chez un opérateur télécom important en France, SFR pour ne pas le nommer, où on a mis en place une stratégie, on avait l'essentiel en vente directe, et puis on a mis en place une stratégie en vente indirecte. On avait un souci sur le marché des entreprises, en tout cas, c'est qu'on n'arrivait pas à aller voir suffisamment d'entreprises, ou alors il aurait fallu embaucher beaucoup de commerciaux. Et avant d'avoir du résultat avec ces commerciaux, ça allait nous coûter en cash parce qu'il fallait payer les salaires, il fallait payer les charges, les voitures, etc. Donc l'idée a été de se lancer dans le recrutement, mais d'un réseau de vente indirecte. Et je suis passé d'une équipe d'une dizaine de commerciaux en vente directe à une équipe de 150 distributeurs qui eux-mêmes avaient des commerciaux. Donc, et ces personnes-là, je les payais une fois que la vente était signée, voire encaissée. Donc, ça veut dire que, vous voyez l'exemple que je prends, c'est que d'un côté, on a toute la mise en œuvre qui est assez lourde sur des équipes commerciales en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis, d'un autre côté, on a quand même le recrutement du réseau de distributeurs, mais qui permet d'avoir un maillage beaucoup plus fin et avec une prise de risque qui est moins importante. Maintenant, les deux cohabitent très bien ensemble. Vous pouvez très bien commencer par des embauches en vente directe sur un marché
locales pour vous permettre d'affiner un petit peu votre stratégie ou auprès du grand public ou auprès des professionnels, et puis ensuite d'aller chercher des marchés un petit peu plus loin sur un réseau de vente indirecte. Est-ce que ça répond? Malheureusement, je ne peux pas rentrer dans le détail encore plus. Je Ça comprends. m'intéresserait de savoir voilà, où vous en êtes, etc. Mais surtout, n'hésitez pas. Avec plaisir, j'échangerai à nouveau avec vous pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur cette partie-là. Je réponds quand même un petit peu à votre question. Oui, vous avez donné des pistes, oui. OK. D'accord, merci. Merci à vous. Donc, on a parlé des objectifs commerciaux, importance de la détermination des objectifs, comment les construire. Le plan d'action commercial, de la réflexion à l'action, qui construit le plan d'action? Eh bien, le plan d'action commercial, j'ai une bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est que ce n'est pas l'entrepreneur qui construit, ou le patron de l'entreprise ou le directeur qui construit le plan d'action commercial. Lui, il a forcément sa petite idée sur sa stratégie, sur la façon dont il va adresser un marché. En revanche, le meilleur moyen d'avoir des commerciaux qui soient impliqués sur la réalisation de leurs actions, c'est de leur laisser la main sur la construction du plan d'action. À un commercial, je peux lui dire quel est ton objectif. Moi, je sais que j'attends 100 de lui. Parfois, j'aurai des surprises où le commercial va me dire moi, je peux faire 110, 120, 130. Et je peux aussi lui dire comment tu vas faire pour réaliser ces objectifs. Et je te demande de réfléchir aux actions que tu vas mettre en place. L'entrepreneur, le directeur n'a pas la science infuse, il n'a pas toutes les idées sur tout le temps. Et c'est important d'impliquer son collaborateur, ses collaborateurs, dans la construction d'un plan d'action. On n'a pas affaire à des machines. Les commerciaux ne sont pas des machines où on leur dit voilà, tu vas vendre tant et pour les vendre, tu vas faire ça. Non, peut-être qu'ils ont souvent besoin d'aide pour les orienter sur les différentes actions qu'ils peuvent faire, mais ils ont leur intelligence et leur capacité à dire voilà, moi je sais que j'ai 100 à faire, eh bien voilà comment je vois les choses. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais en tout cas, ça permet au commercial de se sentir impliqué et d'être maître de sa propre stratégie pour aller atteindre cet objectif-là. Ça veut dire qu'après, on a un suivi qui s'organise, c'est du management, de la réalisation de ces objectifs et du suivi de l'activité. Et ça peut permettre toujours de modifier, de réajuster les actions, mais toujours avec le commercial. Ça a un double intérêt, c'est-à-dire que moi, je suis un peu flemmard parfois, hein, j'aime bien laisser les autres travailler à ma place. C'est une boutade. Non, ça permet vraiment de l'impliquer à fond sur ce qu'il va faire et comment il va le faire. Et il n'y a rien de mieux pour se sentir impliqué que d'être maître de ses actions. Le choix et validation des canaux de distribution. Alors, je vous remercie pour votre question parce que, en fait, ça m'a permis de déjà y répondre en partie. En tout cas, on est parti sur ce sujet-là. Donc, j'ai répondu à la question. L'idée, c'est de savoir quel marché on adresse, quelle vitesse on veut l'adresser et quels moyens on a. Il y a la vente indirecte qui permet d'avoir une vraie maîtrise de l'acte commercial, puisque ce sont des commerciaux qu'on a formés, qu'on encadre, qu'on maîtrise, voilà, qui on peut mettre en place un plan d'action, qui sont en interne. Donc, on sait exactement ce qu'ils font, où ils le font. On a aussi le bon niveau de retour des clients qui ont signé ou pas. Et on a la vente indirecte qui permet d'avoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, un maillage plus fin, plus rapidement, sans prendre de risques d'un point de vue trésorerie, d'un point de vue charge sociale, etc., parce qu'on paye au succès. C'est-à-dire que les entreprises, on va accepter de diminuer un petit peu notre marge sur les produits vendus, sauf que derrière, je n'ai pas les charges commerciales, etc., et j'ai un volume d'affaires qui peut être beaucoup plus important, beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a un maillage commercial qui sera plus fin. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on fait de la vente indirecte, tout va fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a une partie
de management qui se fait aussi sur le réseau de vente indirecte, parce qu'il faut aussi au départ former quand même les équipes, leur expliquer le produit, être capable d'avoir la bonne image auprès des clients quand ils sont sur le terrain. Suivi des indicateurs. Alors là, il y en a des tonnes et des tonnes. On a les CRM, les KPI, les tableaux de bord, quel format, quelle information. Bien souvent, je vois des tableaux de bord qui sont des vraies bases de données énormes. Et j'ai envie d'une chose, c'est de tourner la tête et surtout de ne pas les lire parce qu'il y a tellement d'informations en fait que l'on ne voit plus les informations essentielles. Donc, un tableau de bord, ça se construit en fonction des objectifs de sa stratégie et des objectifs qu'on s'est fixés. Et on en reste sur les données, les points essentiels qui nous intéressent de suivre chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre. On peut se rajouter 1 ou 2 points supplémentaires sur le trimestre ou le semestre, des points d'analyse, mais il faut rester sur des tableaux de bord, en tout cas sur les tableaux de bord très court terme, sur de l'analyse assez simple. Sur les CRM, eh bien, écoute, ça dépend de vos moyens, en fait. Où vous avez les moyens de vous acheter un CRM, de vous faire construire votre CRM, il sera exactement à votre image et c'est parfait. Mais la plupart du temps, ce que je conseille, en fait, c'est de construire son CRM soi-même sur un fichier Excel ou n'importe quel fichier, n'importe quel tableur, qui va permettre de suivre les points essentiels, les relances clients, les dates de contact, etc. C'est un travail qui est un petit peu fastidieux, mais qui permet en tout cas au départ de voir quels sont les points les plus importants. Et ça, on le fait généralement évoluer au bout d'un moment en fonction de l'habitude qu'on a dans la lecture de ces indicateurs. Donc, ne vous lancez pas trop vite sur l'achat d'un CRM dont vous utiliseriez peut-être 30 ou 40% de ses capacités. Voyez d'abord avec un outil certes un peu dégradé, mais qui vous permettra de savoir quelles sont les informations dont vous avez réellement besoin chaque semaine dans le suivi de vos équipes et dans le suivi de vos performances. En résumé, le plan d'action, pour résumer le plan d'action commercial, donc on a parlé des OKR. Quels sont les objectifs de ma structure et qui va contribuer à l'atteinte? Eh bien, tout le monde. Alors, on a parlé en interne, mais c'est valable aussi en externe. C'est-à-dire que je peux communiquer et avoir des objectifs avec des sous-traitants qui me fournissent du matériel. Je peux leur donner des objectifs. Ça peut être des objectifs en termes de réactivité de service après-vente, de délai de livraison, etc. Ça, c'est très important parce que ça va les impliquer, qu'ils soient, même s'ils sont sous-traitants, même s'ils ne sont pas directement impliqués dans votre entreprise. Les objectifs, on a parlé de leur importance et de comment les fixer. Alors, ce n'est pas au doigt mouillé, c'est vraiment en fonction des objectifs de l'entreprise. Et après, on les décline, on les redistribue au sein de l'équipe. Le plan d'action commercial qui est construit par l'acteur commercial. C'est lui qui est le maître de ses actions et qui va permettre de les suivre, sous la validation de l'entrepreneur, bien évidemment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et les indicateurs, on en a parlé avec le suivi de l'activité commerciale. Alors, je vais réduire un petit peu. Voilà. L'intégration du processus commercial. Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, un certain nombre d'entrepreneurs qui avaient levé des fonds, parfois très importants, me disaient, au départ, en fait, moi je me suis dit, vendre c'est facile, c'est pas mon métier, mais il y a des gens dont c'est le métier, et il suffit d'embaucher des bons vendeurs et ça fonctionnera bien. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec une entreprise qui se porte d'ailleurs aujourd'hui plutôt bien, mais qui a failli couler. Et le chef d'entreprise me disait, en fait, j'ai eu 2 difficultés. Les ventes ne progressaient pas, donc j'ai recruté un directeur commercial, quelqu'un de compétent, qui avait le bon niveau d'expérience, très sympa, etc., etc. Et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc,
j'ai dû m'en séparer et j'ai recruté un nouveau directeur commercial. Et rebelote, pareil, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est un cas qui arrive extrêmement souvent. Dans le meilleur des cas, on finit par recruter le bon directeur commercial, un peu magicien. Mais souvent, c'est une évolution de l'esprit de l'entrepreneur dans son recrutement qui va chercher à communiquer différemment ou à intégrer son directeur commercial d'une manière différente. Ce que je veux dire, c'est qu'un manque de résultats ne vient pas forcément d'un mauvais commercial ou d'un mauvais directeur commercial, mais peut-être dans la façon dont on l'a accueilli, formé, accompagné et suivi tout au long de sa carrière dans l'entreprise. Quand une start-up jeune, dynamique, embauche un commercial, elle lui fait un très bel accueil avec un tapis rouge, avec des goodies sur son bureau, un petit mot d'accueil de tous ses futurs collègues très sympa. Et le lendemain, à lui de se débrouiller, il se retrouve seul. Et c'est bien souvent ça qui crée du turnover important et un manque de résultats, mais parce que ou le collaborateur ne sait pas ce qu'on attend de lui, ou tout simplement il n'a pas été formé, etc. Donc, dans le recrutement, il est important d'évaluer mon besoin de recrutement, c'est-à-dire ce que j'attends très exactement du collaborateur que je vais recruter. D'un point de vue, donc si c'est un commercial, d'un point de vue chiffre d'affaires, bien évidemment, mais ça ne suffit pas d'un point de vue état d'esprit. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir un collaborateur qui s'intègre bien, s'il y a une équipe déjà en place, qui s'intègre bien. Et puis le rythme des recrutements. Si je suis seul et que j'ai les moyens de recruter 100 commerciaux la semaine prochaine, bien évidemment, je serais incapable d'avoir un process d'intégration qui sera à la hauteur et qui permettra de ne pas avoir de turnover et de ne pas avoir d'échec. Je prends un exemple, 100, c'est énorme, mais pour l'avoir vécu, en fait, où des collaborateurs arrivaient, mais on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux, on n'avait pas le temps de les accompagner, de les former, et au final, ils n'avaient pas de résultat, on s'en séparait, et ça venait pas d'eux. Ça venait de ce process d'intégration qui n'était pas à la hauteur. Un process d'intégration, c'est d'être capable, donc déjà de recruter la bonne personne, mais ensuite de communiquer à cette personne ce qu'on attend concrètement d'elle dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et de faire des points d'étape. La première semaine, c'est du quasi quotidien. La deuxième semaine, ça va peut-être passer sur de l'hebdo, etc., sur un rythme qui sera plus large. Et ça permet d'une part de voir, de rassurer le collaborateur parce qu'il se sent encadré, il sait très exactement ce qu'on attend de lui, donc à lui de faire le job. Et puis aussi à l'entrepreneur de voir tout de suite s'il s'est trompé dans son recrutement et de ne pas attendre 6 mois, 1 an pour mettre une action corrective, ou alors malheureusement, parfois on n'a pas le choix, se séparer d'un collaborateur. Dans cette période d'intégration, bien évidemment, on intègre la formation et des points de contrôle sur lesquels le collaborateur sait qu'il est attendu, donc il n'y a pas de surprise. Et c'est beaucoup plus facile quand on sait, d'un point de vue quanti ou quali, comment on attend un collaborateur pour pouvoir lui dire, voilà, ça va pas, ça va, et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider sur ce point ou pas. Gardons bien en tête que l'évolution des collaborateurs vient surtout de la façon dont on les manage. On peut prendre l'exemple du père de famille. C'est exactement la même chose avec ses collaborateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants. Mes enfants, je ne leur dis pas oui tout le temps, mais je les accompagne, je les aide, je leur donne des informations, je leur explique les règles, sur quoi je les attends. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec ses collaborateurs. Si on a cette transparence, il y a une relation de confiance qui s'installe et on sait exactement, chacun sait sur quoi il est attendu ou il attend l'autre. Eh bien, je crois que j'ai terminé. Je ne vois pas la dernière slide, mais je pense que nous avions fait le tour. Il m'en manque une. Non, c'était sur le... Voilà, on a évoqué le management des collaborateurs, voilà, avec de la transparence, de la confiance. Voilà, pour résumer l'ensemble des slides.
Je laisse la parole à Rosine. Oui, merci beaucoup Rémi pour la présentation. Vraiment, ça a été une très belle présentation. Donc, à il l'assistance. y a quelqu'un qui n'est pas content. Vraiment, quelqu'un qui n'est pas content. J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai fait pleurer comme ça. En tout cas, Rosine, ce que je t'invite à faire, c'est à communiquer sur mon WhatsApp ou même mon adresse mail. Et je trouverai le moment, je ne sais pas combien de personnes étaient présentes, mais je trouverai le moment pour répondre et essayer de vous aider, en tout cas, dans vos questions et vos démarches. À partir du moment où ça concerne mon secteur d'activité, qui est le management commercial et la stratégie. Merci, Rémi. Pour rebondir un peu, concernant mon produit, l'élaboration d'une telle stratégie commerciale me prendrait combien de jours selon vous? L'élaboration d'une stratégie commerciale? Pour moi, vous êtes, ça peut aller très très vite, ça dépend de votre marché, ça dépend de comment vous allez creuser. Je suis incapable de vous dire en nombre de jours parce qu'on ne se connaît pas, mais c'est quelque chose d'assez simple. Vous avez votre produit, donc ça veut dire que vous y réfléchissez déjà depuis un petit moment. Donc maintenant, c'est le passage à la mise sur le marché. Donc ça peut aller très très vite, et c'est pas parce que votre stratégie commerciale est pas complètement, elle est toujours capable d'évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez partir du plus rapide, c'est-à-dire que j'ai besoin de vendre ma prise de solution de gestion d'énergie le plus vite possible. Eh bien, je vais aller je vais trouver le moyen de prospecter ou de faire de la publicité dans les commerces locaux près de chez moi, etc. et de pouvoir récupérer des clients, ou alors sur des réseaux sociaux. Ou voilà. Et je ne peux pas vous répondre sur la durée. C'est quelque chose qui est assez simple à partir du moment où le projet est bien construit dans votre tête. Ça peut aller assez vite. Allô, Rémi? Oui. Désolé pour le cri de tout à l'heure. En fait, j'ai donné la parole à Elmine Kouyaté qui a levé la main. Donc, je pense que c'est son micro qui fait assez de bruit là. Oui, c'est mon tour d'accueillir le bruit maintenant. Chacune son tour. Bonsoir. Merci, Rémi. Je laisse la place donc à Elmine. OK. Merci beaucoup de me laisser la place. Merci, Rémi. Non, je suis occupée, j'ai fait une réunion. Merci, Rémi. C'est un comprimé que tu m'as donné cet après-midi, comme du paracétamol, je ne sais pas. Merci pour la présentation. Mais vraiment, je ne sais pas si c'est parce que j'habite la Côte d'Ivoire ou bien si c'est parce que je suis une femme entrepreneur ou bien si je ne suis pas un bon entrepreneur. C'est très compliqué, la gestion des ressources humaines au niveau des commerciaux. Je suis partie sur d'abord un salaire de base. J'ai sorti plusieurs millions en une année pendant 3 fois. Je me suis rendu compte que je m'appauvrissais. Je suis partie sur une stratégie à la commission, sans fixe. Quand j'ai fait cette stratégie, tout le monde a démissionné. On m'a conseillé de donner une base salariale et le reste par motivation. Donc, je suis partie sur cette base salariale. Pour donner quelques chiffres, je vais me permettre. Par exemple, 2019, je paie 8 millions de salaires avec cette histoire de base salariale et de variables. Il n'y a pas eu de variables. Les gens se sont contentés des bases salariales. Ils ont laissé les choses telles quelles. 2020, avec Covid et tout, j'ai fait 1,4 million de salaire. 1,4 million de salaire sans base salariale en tant que telle, juste le transport. Et les 3 méthodes donc, que j'ai essayées n'ont pas changé l'attitude des personnes. Tout à l'heure, je viens de laisser un message. Ils sont partis. Depuis le matin, tu viens. Moi, j'ai fait un bon travail, en fait. J'ai une base de données clients. J'ai des ventes, il y a des choses.
Aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un pour suivre, c'est-à-dire être au bureau, appeler, relancer. J'ai mes livreurs et tout, et tout, et tout. Mais on n'atteint pas les chiffres. Voyez-moi, le travail que je fais là, les employés ne me suivent pas. Et je ne sais plus quelle méthode trouver. On ne va pas ramener tout le monde en prison, ou bien tout le monde. On ne va pas passer l'année à renvoyer les gens. C'est gênant même. Tu ne sais même plus comment tu vas t'adresser aux gens. Tu es étiqueté comme la personne chez qui les gens ne font pas plus de 2 mois. Vous voyez? Ouais, je vois complètement. Alors, c'est pas. Alors, déjà, la première chose, c'est pas une histoire de femme, c'est pas une histoire de Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire de mauvais entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, c'est quelque chose qui arrive de partout et dans beaucoup d'entreprises. Il y a un alors, vous évoquiez le fait de personnes qui se contentaient de leur salaire fixe et qui vivaient avec ce salaire fixe. Malheureusement, ça arrive. Et là, le seul moyen qu'on a de contrebalancer ça, c'est dans son recrutement. C'est de savoir de ce dont les gens ont besoin et quel est leur moteur. Quand on recrute des commerciaux, il faut qu'impérativement, ils aient un moteur, le moteur de gagner de l'argent. Et quelqu'un qui se contenterait de son fixe pendant 2 mois, c'est à vous de vous en séparer. Il faut il faut mettre au point les choses, c'est-à-dire que le management d'un commercial, ça passe par des résultats au niveau commercial, par un savoir-être qui correspondent à ce que vous cherchez. Donc, malheureusement, j'ai pas de méthode miracle là-dessus. Sur la part variable et part fixe, ça dépend des domaines d'activité, ça dépend de vos marges. Vous pouvez aussi fixer des objectifs très ambitieux avec de très belles primes. Et souvent, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que d'être capable de ne pas mettre de primes pendant un petit moment et d'avoir un accélérateur de primes à partir d'un certain stade. Et ça, c'est un exemple. Après, chaque société, en fonction des marges de l'entreprise, en fonction des produits, du chiffre que ça représente, en fait, va appliquer sa propre méthode. Mais là-dessus, je ne sais pas si ça vous rassurera, mais ça existe de partout parce que la gestion humaine, vous l'avez dit, en fait, c'est particulièrement difficile parce que ça touche à la nature humaine. Vous allez avoir des collaborateurs qui vont travailler non-stop sans même penser à leur rémunération, et d'autres qui vont être capables de se contenter uniquement d'un fixe parce que ils ne sont pas dans l'esprit de l'entreprise. Mais j'ai eu aussi des collaborateurs qui disaient qui ne faisaient pas les résultats et qui, à la fin du mois, me disaient c'est pas normal, j'ai pas de prime, je touche que mon fixe. Et ils ont dit, mais attends, le pire, c'est pour moi. C'est-à-dire que moi, je te paye un fixe, mais pour 0 de chiffre d'affaires. Donc, c'est encore pire pour moi. Donc, il faut bien mettre les choses en place. Après, c'est souvent la montée en puissance des équipes, c'est-à-dire quand on est dans des phases de recrutement d'un coup très importantes, qui fait qu'on a ce genre de problème. Alors, je ne sais pas si ça a été le cas, mais les recrutements rapides avec des soucis d'intégration et de suivi des collaborateurs réellement très régulièrement font que ça génère du turnover, parce que dans l'équipe, vous pouvez avoir des gens qui sont très bien, mais s'ils sont entourés d'autres qui sont payés de la même manière alors qu'ils bossent moins, et bien, au bout d'un moment, tout le monde partira parce que il n'y aura pas de justice entre eux dans le traitement. Est-ce que ça répond un peu à votre... Je ne suis pas sûr de répondre à votre question, Elmine. Tu as répondu un peu. Je sais que j'ai compris la complexité de la chose, mais je veux... Je ne vous entends plus. Poser une autre question. En termes de... Pardon? Enfin, efficace. Moi, je fais un...
Elmine, je suis désolé, je vous entends plus. Ce qu'on peut faire, Elmine, je ne sais pas si vous m'entendez, je répète ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez récupérer mes coordonnées WhatsApp ou mail auprès de GreenTech, et à ce moment-là, j'échangerai avec plaisir, peut-être plus longuement avec vous sur les particularités que vous rencontrez dans votre entreprise. J'entends plus. Qui a levé la parole. Elle peut vous parler. Allô? Oui. Allô, oui, bonjour Rémi, vous allez bien? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le slide sur le business plan? J'ai une question à poser là-dessus. Bien sûr. Dites-moi. Voilà. Pour ce qui est du business plan, donc déjà, vous dites que c'est la réalité c'est la réalité des objectifs et des visions du projet. Oui. Donc, cela suppose qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de définir la vision avant de faire le business plan. On peut le faire au tout début du business plan. Alors, il faut que vous ayez, pour faire votre business plan, il faut que vous ayez une vision. C'est-à-dire que vous sachiez exactement comment vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça, c'est primordial parce que c'est ça qui va être votre ligne directrice, votre feuille de route. Donc, et vos besoins, votre business plan, en fait, il va se faire en fonction de ce que vous avez aujourd'hui et de vos besoins. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un business plan qui va avoir une accélération à 6 mois parce que vous comptez sur une levée de fonds, sur un investissement, sur un gros contrat qui vous permettra d'accélérer la pénétration d'un marché ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir essayer de visualiser. Alors, on n'est pas des médiums, et en fonction des éléments, vraiment, c'est en fonction des éléments que vous avez aujourd'hui. On fait avec les moyens qu'on a et sans présager de ce que l'on peut toucher, etc. Sauf si vous savez qu'il y a vous pouvez avoir un business plan et une stratégie avec à un moment où je signe ce marché-là et voilà l'orientation que je prends, où je ne signe pas ce marché-là et je continue sur ma croissance raisonnée, mais qui correspond très exactement à mes moyens. Je vois souvent, parce que ça c'est important, c'est une très bonne question, parce que je vois souvent des entrepreneurs qui me disent, on fait 100, mais l'année prochaine, on va faire 300 parce qu'on aura levé des fonds. Je dis, oui, mais si on ne lève pas de fonds, s'il y a une épidémie de Covid qui passe par là et que finalement, les investisseurs ralentissent et qu'on ne lève pas de fonds, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà prévu des embauches, etc. Et ils n'ont pas la solution. Donc, il faut pas être trop pessimiste, mais il faut toujours essayer d'être le plus réaliste possible et d'évoquer et de préparer des plans B si ça ne se passait pas tout à fait à l'idéal. On sait qu'on se retourne et on est dans une situation où on a une entreprise qui ne vit pas au-dessus de ses moyens, mais qui vit avec les moyens qu'elle a au fur et à mesure. Ce que font très peu de startups aujourd'hui qui lèvent des fonds et qui du coup vivent largement au-dessus de leurs moyens, en tout cas, ou qui n'ont pas une stratégie à très long terme ou une vision à long terme, puisque, vous savez, c'est un chiffre entre 60 et 80% des entreprises qui lèvent des fonds qui disparaissent 6 mois à un an plus tard. Donc, ça veut bien dire qu'ils ont mal anticipé et mal prévu leur stratégie et ils n'ont pas une vision très claire. D'accord. J'aurais une deuxième question par rapport aux ressources humaines. Oui. Moi, j'ai eu à voir, dans le cas d'une entreprise, par exemple, la directrice commerciale, elle vendait des solutions technologiques.
Oui. Mais de point de vue technique, elle n'avait pas les connaissances qu'il fallait pour, par exemple, quand elle va chez le client, Oui. si on lui demande des questions techniques, à la limite, elle ne pouvait pas répondre. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, elle se faisait accompagner par l'entrepreneur en soi, Oui. quand c'est difficile de faire signer les clients, ou parfois par un des ingénieurs. Donc, moi, la question que je me pose, c'est par exemple, s'il y a un projet d'ingénierie à vendre, est-ce que c'est pas mieux de prendre un commercial avec un bon ou un solide background technique, ou bien il faut prendre le commercial qui est motivé à faire le travail, mais le former. Après aussi, en termes de formation, on ne sait pas trop de délai d'assimilation de la personne. Alors, en fait, tout dépend de la technicité et du niveau de formation dont il a besoin. Parfois, voilà, pour répondre à votre question, en fait, il n'y a pas de solution miracle. On a parfois des techniciens, des commerciaux qui sont tellement techniciens qui deviennent mauvais vendeurs. C'est-à-dire qu'ils en disent trop. Ils ne répondent pas aux attentes du client, ils restent sur la technique et parfois ça peut faire peur à des clients. Et à l'inverse, des vendeurs qui ne connaissent pas grand-chose à la technique, mais qui ont au moins un vernis technique qui leur permet de rassurer le client sur la solution qu'il leur propose. Et je dirais que c'est ça l'essentiel, en fait. Le client, il n'a pas besoin d'avoir... pour signer la vente, il n'a pas besoin d'un technicien, il a besoin d'un commercial, de quelqu'un qui va être capable de dire que la solution qu'il lui propose répond très exactement à ses attentes et pas au-delà. Si j'ai un client qui me demande une cafetière rouge en verre et que moi, je suis tellement technicien que je vais lui dire ma cafetière, elle est en plus équipée d'un logiciel super perfectionné qui permet de doser le café, etc. Là, je vais avoir affaire à un client qui va me dire « Ouh là là, ça veut dire qu'il y a de la technicité, ça veut dire qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, qu'elle va tomber en panne, et là, je risque de ne pas vendre. » Donc, l'important, c'est d'avoir un commercial qui soit capable de faire une bonne découverte d'un point de vue technique avec le bon vernis technique et de répondre aux attentes du client très exactement sur ses besoins et pas au-delà. Et je suis un bon exemple pour vous parler de ça, c'est que je suis rentré dans les télécoms il y a une quinzaine d'années. Je ne connaissais strictement rien aux télécoms, qui est un domaine plutôt technique, en tout cas sur la partie du marché entreprise. Et petit à petit, je me suis fait mon vernis technique et surtout, je cherchais à répondre aux clients. Et quand ils me posaient des questions techniques que je ne maîtrisais pas, je me renseignais et je leur donnais les éléments, les infos. Et ça leur allait très bien. Mais en tout cas, les ventes suivaient et ça signait. D'accord, OK. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Oui, il y a 2 personnes qui ont levé la main. D'accord. Je pense que ça va. Aka a déjà posé sa question. Elmine, si sa connexion, bon, elle n'est pas là, je ne sais pas si sa connexion est passée. Non, mais à ce moment-là... je pense qu'il n'y a plus de questions. Ce que je disais, ce qui sera intéressant, c'est que n'hésite pas à donner mes coordonnées WhatsApp ou mon mail. Et à ce moment-là, il m'envoie un mail et puis on échange en direct. J'essaierai de les aider. Parce que c'est compliqué de rentrer dans le vif du sujet quand on a échangé. Ça s'est bien passé pour toi? Ah, j'entends plus rien. Il y a toujours quelqu'un? Bon, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Merci à tous pour votre participation. J'ai été ravi de pouvoir échanger sur ce premier format en visio. Oui, Merci également. Et surtout, n'hésitez pas, je répondrai à l'ensemble de vos questions et j'échangerai avec vous avec plaisir pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur vos besoins, vos problématiques. Vraiment, ce sera avec plaisir. D'accord.
Merci. Merci franchement pour ce partage d'expérience. Allô? Allô, bonsoir. J'ai du bruit ici. Non, merci beaucoup pour le partage d'expérience. C'est une information. Merci aux participants pour les questions très qui nous ont aidé à la formation. Donc, comme tu dis, les contacts vont être disponibles. On peut les remettre à ceux qui le veulent. Voilà, n'hésitez pas. Tout le monde et bonsoir. Voilà. Merci, Rémi. Merci, Rosine. Merci. À très bientôt. Au revoir.